Merci infiniment, Sarah. Je rajoute juste des petites choses sur la manière dont on a gagné, en plus de ce qu'a dit Sarah Durocher, l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Et puis ensuite, je vous ferai un mot de conclusion de cet après-midi. Donc vous avez bien compris que l'idée est de poursuivre à la fois le réseau que nous avons créé ici, les différentes choses que nous avons entendues les unes et les autres, qui nous permettent non seulement de battre l'extrême droite, mais de gagner de nouveaux droits, parce que c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. D'abord, je veux dire que dans le débat parlementaire qu'on a eu, puisque nous sommes fiers que ce soit les Insoumis qui aient gagné le premier vote à l'Assemblée nationale pour constitutionnaliser le droit à l'IVG, eh bien, dans le débat, la droite nous a accusés d'être des larbins du planning familial. Eh bien, nous sommes très fiers d'être des larbins du planning familial. Et alors, vous savez, donc on l'avait inscrit dans le cadre de notre niche parlementaire. Une niche parlementaire, c'est le seul jour de l'année où vous pouvez choisir l'ordre du jour. Donc, vous décidez de l'ordre du jour, ça commence à 9h du matin et ça s'arrête à minuit. Vous n'avez pas une minute de plus. Donc, il y avait un enjeu à ce qu'on fasse passer le texte. C'était encore plus dur au Sénat, puisque comme Sarah Durocher l'a très bien dit, le Sénat n'avait jamais voté en faveur de l'avortement avant la constitutionnalisation de l'avortement que nous avons gagné. Alors à l'Assemblée, c'est plus facile, parce qu'en termes de nombre, on devait y arriver. Mais il se trouve que nous avions 400 amendements qui avaient été déposés. Et que d'habitude, dans une niche parlementaire, vous avez 16 amendements qui sont discutés à l'heure, donc si vous regardez le nombre d'heures, ça ne suffisait pas pour y arriver. Et puis dans la vie, vous savez, il y a des choses un peu magiques. Et il se trouve qu'il y avait beaucoup d'amendements des Républicains, de la droite, et puis il y avait des amendements aussi de députés du Rassemblement national, dont je rappelle que plus de la moitié du groupe ont voté contre ou se sont abstenus, donc n'ont pas voté en faveur de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Et alors cette chose un peu magique, c'est qu'on arrive sur le banc, et puis là, on voit que les amendements des fachos, RN, sont retirés les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen avait un problème à l'œil. Et donc, du coup, elle s'est retrouvée pendant tout un temps avec un bandeau qui rappelait un peu son père. Bon. Et donc, elle a obligé l'ensemble des députés du Rassemblement national à retirer leur amendement d'obstruction parce qu'elle voulait parler sur l'article. Et donc, elle les a obligés à les retirer. Et c'est un peu grâce à ça qu'on a réussi à le faire passer dans la journée. Donc ça, c'est des choses aussi qui arrivent que vous ne pouvez pas maîtriser, plus une réécriture de l'article qu'on a faite, ce qui nous a permis d'avancer sur ce premier vote qui était favorable. Donc à ce moment-là, on est en novembre 2022, dans le cadre de la niche parlementaire insoumise, et il y a 377 voix pour, 32 contre et 18 abstentions, donc nous avons très largement gagné. Ensuite arrive le Sénat, sachant que le Sénat, il faut imaginer que 2 mois avant, ils avaient essayé eux aussi de faire passer la même loi que celle qu'on avait essayé de faire passer, avec la contraception dedans, etc., et qu'à ce moment-là, ça avait été refusé à 139 voix pour et 172 voix contre. Donc ça, c'était en octobre 2022. Ça arrive dans le cadre de la niche des écologistes le 1er février 2023 au Sénat. Sénat qui, comme on vient de le rappeler, n'avait jamais voté en faveur. Et là, il se passe cette chose extraordinaire dont je vous parlais en introduction, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des organisations. Ce ne sont pas seulement donc des organisations associatives, politiques, des parlementaires. C'est un ensemble de la société. Je veux que vous vous en rappeliez pour vous dire que tous les combats qui sont menés, aucun de ces combats n'est vain. Parce qu'ils mettent des graines un peu partout. Et à la fin, vous avez plus de 80, pratiquement 90% de la société française qui est favorable à l'avortement. Et donc, toutes les filles, petites filles, nièces de sénateurs et sénatrices vont voir ceux qui ont voté 3 mois auparavant contre et leur disent, c'est simple, tu votes contre, je te vois plus jamais. Je viens plus à Noël, je viens plus aux vacances. Ce que j'appelais, enfin ce que Tibéri, le sociologue, appelait la socialisation inversée. Eh bien, cette mobilisation extraordinaire de la société qui nous permet de gagner le vote le 1er février 2023 au Sénat avec 166 voix pour et 152 voix contre. Mais ensuite, il s'est passé encore quelque chose d'encore plus extraordinaire. Parce que du coup, nous avions un vote à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Vous savez, pour changer la Constitution, il faut soit 3/5 du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis, donc 3/5 des parlementaires, soit il faut aller au référendum. C'est les 2 possibilités pour changer la Constitution.
comme Sarah Durocher l'a très bien dit au départ, nous ne voulions pas du référendum, parce qu'on ne voulait pas laisser les anti-droits, les anti-choix parler des heures et des heures durant sur les plateaux télé, raconter que les femmes qui avortent sont des meurtrières, que je ne sais quoi, c'est comparable à un génocide de masse. Bref, tout ce que disent les députés du Rassemblement national, qui se cachent en faisant semblant qu'ils sont favorables à l'avortement, alors qu'ils continuent à vouloir détruire les droits. Donc, au départ, nous n'étions pas favorables au référendum et nous voulions mettre la pression au maximum. À partir du 1er février, fait historique, où pour la première fois de toute notre République, depuis 50 ans que la loi Veil existe, depuis 50 ans, pour la première fois, le Sénat prend position favorablement à l'avortement, à l'inscription dans la Constitution de l'avortement, on commence à mettre la pression sur Macron. Donc, on met la pression sur Macron, qui promet d'ailleurs le 8 mars de l'année 2023, au moment où il fait un hommage à Gisèle Halimi, il promet à ce moment-là qu'il va constitutionnaliser. On manifeste, on fait des pétitions, on écrit des lettres, on fait tout ce qu'on peut, on fait des questions au gouvernement, et rien ne se passe. Donc pendant ce temps-là, on continue notre petit déjeuner avec le planning familial et les différents parlementaires. Et là, du coup, on arrive en septembre. Et en septembre, nous, on doit choisir notre deuxième niche parlementaire, donc la deuxième journée réservée de la France insoumise. Et se pose la question de savoir, puisque si on veut aller au référendum, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un vote conforme sur l'écriture entre le Sénat et l'Assemblée. Et le Sénat avait modifié l'écriture qu'on avait trouvée à l'Assemblée, qui était, entre nous, beaucoup mieux. Mais c'est pas grave, on reprendra tout ça avec la Constituante, il n'y a pas de problème. Bon, donc du coup, il fallait faire un vote de nouveau à l'Assemblée si on voulait aller jusqu'au bout. Et donc là, la discussion, qui est une discussion difficile, c'est de savoir est-ce qu'on accepte une écriture qui ne nous convient pas, mais est-ce qu'en ayant poussé la porte à fond, est-ce qu'on accepte maintenant que la porte se referme et que pendant des années et des années, on ne retrouve plus aucune opportunité pour le faire, ou est-ce qu'on continue à fond et on y va, y compris en disant nous n'avons pas peur de perdre ce référendum. Et donc la décision qui est prise en lien avec les associations, et c'est très important pour nous, c'est de dire on réinscrit ce texte comme il a été voté au Sénat. Et on essaye de le faire passer sans qu'il y ait aucune modification. Et donc, on annonce ça. Et il se trouve qu'une semaine avant que le texte soit examiné en commission, d'un coup, Emmanuel Macron sort son projet de loi pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Ça veut dire qu'on a tordu le bras à Emmanuel Macron et que si nous n'avions pas été jusqu'au bout pour leur dire, on a beaucoup parlé de peur depuis cet après-midi, pour leur dire nous n'avons pas peur, nous allons aller devant le peuple et devant le peuple, nous allons faire en sorte de gagner haut la main la constitutionnalisation du droit à l'avortement. C'est ça qui nous a permis de gagner et de faire que la France, j'ai souvent dit, devienne le premier pays au monde à constitutionnaliser le droit à l'avortement. Pour être tout à fait honnête, eh bien, c'est la Yougoslavie qui, à l'époque, l'avait fait en premier. On s'en rappelle parce que c'est aussi des luttes qui s'étaient passées. Mais en tout cas, que la France envoie un signal puissant sur le fait que, oui, les femmes doivent pouvoir disposer de leur corps et donc être sujet de leur vie, parce que c'est ça que nous avons gagné comme victoire extrêmement importante. Donc je le dis parce que cette victoire-là, évidemment, on en a beaucoup d'autres à aller chercher. Il y a 130 centres IVG qui ont fermé en 15 ans dans notre pays. On a les baisses de subventions dont on parlait, les attaques contre l'éducation à la vie affective et sexuelle, dont je rappelle que seuls 15% des enfants ont les 3 séances annuelles prévues pourtant par la loi de 2001, donc qui est une loi qui date d'il y a pourtant extrêmement longtemps. Bref, donc on a beaucoup de batailles à mener encore, mais en tout cas, cette victoire-là a été vue dans le monde entier, a donné de la force dans le monde entier aux militantes qui militent un peu partout pour le droit à disposer de leur corps, et on espère que cette victoire en aidera d'autres. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui est actuellement au Mexique, qui a rencontré notamment la présidente Claudia Sheinbaum, où par exemple au Mexique, ils ont fait cette chose extraordinaire dont on pourrait apprendre beaucoup de choses. C'est cette loi qui permet aux femmes, lorsqu'elles partent en retraite, de partir avec un minimum vieillesse 4 ans avant l'âge de départ légal à la retraite, en compensation du travail gratuit et invisible que font les femmes. Eh bien, par exemple, on pourrait mettre ça en France, ça serait une excellente idée. Et le Mexique vient lui aussi de constitutionnaliser, le fait d'interdire la criminalisation de l'avortement. Donc c'est des victoires, comme il y a des victoires aussi dans des États américains qui maintenant, eux aussi, constitutionnalisent au niveau de l'État le droit à l'avortement, et avec des choses qui changent l'ordre international global,
puisque aujourd'hui, ce sont les Mexicaines qui font passer en clandestinité les pilules abortives aux femmes états-uniennes. Preuve que cette solidarité continue et qu'elle continuera aussi longtemps qu'il le faudra. Alors peut-être pour conclure nos échanges aujourd'hui, même si l'idée de ces tables rondes que nous avons fait aujourd'hui, c'est aussi parce que nous voulons créer un réseau qui dure, qui fasse des initiatives ensemble, qui permettent de combattre ensemble. Et on voit que c'est très important à la fois, non seulement parce que ça nous donne de la force collective, et moi je veux toujours vous rappeler que la joie est aussi une résistance, parce que le pouvoir aime avoir des corps tristes, abattus, résignés, parce qu'il pense qu'il peut maîtriser la tristesse. Et donc le fait juste d'être heureuse de se retrouver est aussi une manière de résister à ce qui se passe. Donc la joie et résistance, ça, je voulais le dire. Mais donc on voit qu'un peu partout, il y a des mêmes procédés qui sont utilisés. Je veux dire, dans les offensives qui sont menées, même si ce sont des contextes nationaux différents, mais il y a des manières communes de mener des offensives. Tout à l'heure, sur l'Italie, on parlait d'avoir complètement réorienté l'argent qui était pour justement l'éducation à la vie affective et sexuelle sur la question de la fertilité. Il se trouve que Emmanuel Macron, en France, a lancé un grand plan pour savoir comment lutter contre l'infertilité des Français et des Françaises. Donc, on voit qu'un peu partout, ce sont les mêmes offensives qui sont menées et que donc il est intéressant d'échanger et d'apprendre entre nous. Tout à l'heure, je disais que nous avons toute conscience que la politique est une question de vie ou de mort, et je voudrais rajouter à ce que je disais tout à l'heure, à la fois sur des femmes qui meurent parce qu'elles n'ont pas le droit d'avorter, une mortalité infantile qui réaugmente parce que due aux lois répressives anti-avortement, aux violences policières dont parlait Assa Traoré tout à l'heure, aux féminicides et autres. Je voudrais rajouter, puisqu'on parlait de l'offensive sans précédent depuis les années 80 contre les droits, et notamment de l'aide états-unienne, ce que Inès me redisait tout à l'heure comme chiffre et qui est, je crois, très important à avoir en tête sur ce dont nous sommes en train de parler. L'aide sur la question du VIH et du sida. L'aide qui est gelée des États-Unis. Selon les estimations qui ont été faites par l'ONU sur la question du sida, c'est plus 6 millions de morts jusqu'à 2029. C'est-à-dire autant qu'entre 2000 et 2004, quand la trithérapie n'était pas accessible dans beaucoup des régions du monde. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. Et donc, évidemment, Jeanne Efez a raison de dire qu'une de nos premières tâches, c'est d'éviter le plus de morts possible. Elle a raison de dire cela. Mais je crois que nous avons, nous, l'ambition ici d'être plus ambitieuse que ça, c'est-à-dire non seulement nous voulons éviter des morts, mais nous voulons gagner des nouveaux droits. Nous voulons gagner le droit à l'avortement partout dans le monde, nous voulons gagner le droit à choisir librement son genre, que nous voulons d'ailleurs inscrire directement dans la Constitution, nous voulons gagner le droit à mourir dans la dignité. Voilà les grands droits que nous voulons avoir et qui seront les droits de la 6e République. Je termine juste sur quelques petits enseignements, et il faudrait en tirer beaucoup d'autres, mais pour ne pas être trop longue. D'abord, en plus des offensives qui se ressemblent, il y a aussi cette idée qui, je trouve, transparaît beaucoup dans les échanges que nous avons eus aujourd'hui, du fait que nous sommes toutes liées les unes aux autres. Tu parlais, lorsqu'il y a les élections présidentielles en France, de penser à ce qui se passe en Odor avec Emmanuel Macron, le président de la République française, qui se retrouve directement co-président de la théocratie avec ce que tu dénonçais à l'instant, donc co-prince. Et avec derrière des criminalisations pour Vanessa Mendoza-Cortez, mais pour beaucoup des femmes qui luttent contre les pouvoirs en place. Donc ça c'est un lien, par exemple. De même, tout à l'heure, Sarah Durocher disait que c'est parce qu'il y a eu le choc des États-Unis, alors que nous avions d'ailleurs déjà eu le choc polonais, où les camarades polonaises disent qu'elles ne s'attendaient pas du tout à ce que ça vienne aussi rapidement à des décisions comme l'interdiction quasi totale de l'avortement et de la pilule du lendemain. Et une des raisons pour lesquelles nous voulons mettre la contraception dans la Constitution, c'est que la première chose qui a été attaquée en Pologne, c'est la pilule du lendemain. Donc, la question de la contraception directement. Donc, ce sont les voix aussi qu'ils prennent. On parlait des nouveaux visages de l'extrême droite, où officiellement, ils ne touchent pas à la loi. Ça, c'est un des visages qu'ils peuvent prendre aussi. Et donc, c'est le choc des États-Unis qui nous permet, nous aussi, de constitutionnaliser et de gagner cette victoire en France. Ensuite, Justina, tu disais quelque chose qui me paraît très, très important à avoir partout en tête. Tu disais l'extrême droite, far right.
et le middle right, donc, et ce que nous on appelle le bloc bourgeois. Bon, bah, tout ça, c'est un peu du pareil au même. Et je crois qu'une des tâches qu'on doit avoir là aussi, toutes et tous en tête, c'est que notre tâche, c'est évidemment de battre l'extrême droite, de la faire reculer par nos victoires, mais cela implique aussi de tourner la page de la Macronie parce que nous n'y arriverons pas sinon. Parce que si on laisse Retailleau parler, on augmente l'extrême droite. Et alors, pour gagner dans les choses qui ont été évoquées et qui me paraissent importantes, il y a cette question justement de faire que des luttes se tissent. Tout à l'heure, c'était la question de savoir comment est-ce que des actrices, on parlait tout à l'heure des femmes de la place de Mai, des mères de la place de Mai, comment elles se reconnaissent comme féministes. Et comment on tisse à partir des luttes féministes un récit global dans lequel on met les questions comme revendications féministes, les revendications antiracistes, les revendications écologistes, les revendications sociales qui se tissent dans ce grand récit qu'on ferait du féminisme. Et moi, j'aime beaucoup ce que disait l'autrice, la suffragette et journaliste Rebecca West, qui proposait une définition du féminisme qui, après tout, est assez intéressante, qui dit « Je n'ai jamais été capable de définir précisément ce que voulait dire féminisme. Je sais seulement qu'on me désigne comme féministe chaque fois que j'exprime des sentiments qui me différencient d'un paillasson. » Bon, ça, je le dis parce que ça permet d'avoir justement une idée de comment, à la fois, pour gagner, il faut être radical, il faut être en grand nombre. Et je le dis encore une fois, nous avons, je crois, une grande force à la fois à l'international, mais aussi dans ce pays. Le féminisme est une puissance. Tout à l'heure, Maud Royer parlait de la manière dont l'offensive transphobe, même si elle existe, même si la course de vitesse est lancée, sur quel texte sera d'abord débattu à l'Assemblée, et c'est très juste, eh bien que l'offensive transphobe n'avait pas pu prendre autant que dans d'autres pays, parce qu'il y avait eu des organisations qui avaient bloqué tout cela avec des résistances très fortes au fait que non, nous ne voulons pas être transphobes, nous ne voulons pas être homophobes, nous ne voulons pas être racistes. Et je crois qu'une des forces très fortes, c'est justement ce que je vous disais sur la socialisation inversée, qui modifie des choses où à la fin, c'est la jeunesse de ce pays qui devient prescriptrice de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut voter aussi. Et je le dis comme une lueur d'espoir dans ce que nous sommes en train de vivre, puisque plus de la moitié de la jeunesse de ce pays a voté pour le nouveau Front populaire, et que lors de ces 3 semaines en juin et en juillet, où 27 sondages, tous sans aucune exception, donnaient l'extrême droite gagnante, avec un président de la République qui avait décidé d'une dissolution sur demande du Rassemblement national, en espérant Bardella à Matignon, eh bien non seulement l'extrême droite est arrivée 3e, mais c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Donc oui, nous avons la force de tout changer. Et je terminerai juste par vous dire que nous avons des rendez-vous importants dans les semaines qui viennent. Évidemment, le rendez-vous du 8 mars, où il faut être en nombre, très nombreuses et nombreux dans les rues, pour la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et puis, il faut là aussi le redire partout, le 22 mars, contre la fascisation, contre l'extrême droite, contre le racisme, pour le féminisme. Nous serons là aussi dans la rue. Merci infiniment à vous et on continue ces discussions. Merci. Allez, on termine juste par une citation, parce que sinon, je ne peux pas vous laisser sans citation. Une grande, grande poète, Audre Lorde, femme noire, lesbienne, qui a utilisé son art pour se battre contre le racisme, contre l'homophobie et contre le sexisme, qui disait « Je ne suis pas libre tant que n'importe quelle autre femme est privée de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. » Je crois que c'est ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Merci infiniment.